C'est parti pour votre grand rendez-vous d'information du soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le Bureau exécutif national du Creuset national des aspirants et instituteurs du Bénin, affiliés à la CSA Bénin, a animé une conférence de presse ce mercredi. L'objectif est d'obtenir le reversement des AME en agents contractuels de droit public de l'État. Le football béninois perd l'un de ses visages. Razak Omotoyosi, ancien attaquant des Écureuils, aujourd'hui Guépard, est décédé ce mardi au Nigeria, une disparition qui endeuille tout un pays et ravive le souvenir d'un joueur dont les exploits ont marqué une génération. Et puis, hors du Bénin, au Mali, après une semaine de garde à vue, l'ancien chef du gouvernement de transition, Choguel Maïga, est incarcéré pour des faits présumés d'atteinte au bien public. Le Bureau exécutif national du Creuset national des aspirants et instituteurs du Bénin affiliés à la CSA Bénin a tenu une conférence de presse ce mercredi à la Bourse du Travail de Cotonou. L'objectif est d'implorer la clémence du président Patrice Talon pour le reversement des AME en agents contractuels de droit public de l'État. Suivant un extrait du discours du secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Les AME assurent jusqu'à 40% des heures d'enseignement dans certaines zones. Leur présence a permis de stabiliser le calendrier scolaire et d'éviter les fermetures des classes. Grâce à leur engagement, le taux de couverture pédagogique dans certaines communes est passé de moins de 60% à plus de 90%. Ce sont les statistiques internes du MAMP qui nous donnent ces données-là. Sans leur contribution, l'État aurait été contraint de recruter massivement en urgence ou de recourir à des enseignants non qualifiés avec un impact négatif sur la qualité des apprentissages. Deuxième axe, sur l'expérience et la compétence acquise. Après plusieurs années de service, les AME ont acquis une maîtrise des programmes officiels, des méthodes pédagogiques et des outils d'évaluation. Ils ont bénéficié de formations continues organisées par les directions départementales des enseignements et les inspections. Leur ancienneté leur confère une connaissance fine du terrain et des réalités des apprenants. Ces critères répondent aux exigences de recrutement direct en ACDPE ou en FE, telles que prévues par les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Il n'est pas superflu de rappeler que dans les années 2008, la fonction publique béninoise a déjà procédé à des reversements du genre, si bien que le cas des AME ne serait pas une première. Troisième axe, sur les effets positifs attendus du reversement. Les AME, une fois reversés, auront une stabilité professionnelle, une motivation plus accrue et leur dignité serait ainsi restaurée. Pour l'État, la fidélisation du personnel, une meilleure planification des ressources humaines et une maîtrise de la qualité des enseignants seraient profitables au système éducatif et à la nation, sans oublier l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ce reversement mettrait aussi le Bénin en conformité avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4 et l'ODD 8, relatifs à l'éducation de qualité et au travail décent. Sur les précédents et la faisabilité, des opérations similaires ont été menées dans le secteur de la santé,
de l'administration territoriale avec succès. Les cours d'intégration peuvent être lissés sur 2 à 3 ans grâce à un plan progressif. En conclusion, nous demandons au gouvernement et plus particulièrement au chef de l'État d'avoir un regard bienveillant envers les AME afin d'apaiser leur cœur en cette veille de la rentrée en les reversant. C'est aussi une manière de les féliciter pour la qualité de leur travail qui influe sur les bons résultats des examens nationaux depuis quelques années. Excellence, Monsieur le Président de la République, tous les regards sont tournés vers vous pour la solution finale de ce reversement. Les AME croient en vous en tant que bon père de famille, en tant que bon père pour tous les enfants du Bénin. Les AME vous remercient d'avance. Autre information dans cette édition, à quelques mois des élections générales de 2026, le climat politique s'anime. Invité sur le plateau de Canal 3 le 10 août dernier, Janvier Yawédéou s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment les échéances électorales à venir. Il en a profité pour critiquer le parti LD et son président, ce à quoi Eugène Azatassou, vice-président du parti, a tenu à répondre au micro de Romare Kadossa et Bernardin Bonumbo. Je connais très bien l'honorable Yawédéou, le ministre conseiller Yawédéou, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il s'inscrive dans un registre comme celui-là, un registre de manque de respect carrément pour quelqu'un qui a dirigé le Bénin. Je crois que on nous enseigne, la morale au moins nous enseigne que bon, on peut ne pas être d'accord avec nos autorités, on peut ne pas être d'accord avec les personnalités qui ont été des responsables, mais il y a une tenue à avoir quand on parle d'eux. On peut exprimer son désaccord dans le respect. C'est dommage pour les cadres. Si la nomination en tant que ministre conseiller peut amener quelqu'un comme Yawédéou à adopter cette posture, s'il avait été ministre tout court ou président de la République, je crois que bon, le ciel nous serait tombé sur la tête. Et c'est dommage. Je pense que les cadres doivent avoir une certaine tenue. Parce qu'à partir de leur tenue, beaucoup les regardent. Et beaucoup de jeunes, peut-être de moins jeunes, pourraient éventuellement copier, tirer des leçons de ce qu'ils disent. Mais là, je crois que M. Yawédéou a raté le coche. Bon, il prétend que l'opposition ne gagnera pas, c'est-à-dire que les démocrates ne gagneront pas s'ils ont à leur tête le président Boni Yayi. Bon, c'est pas lui le peuple béninois, c'est le peuple béninois qui en décidera. Ce qui me surprend aussi chez le ministre conseiller Janvier Yawédéou, c'est le soutien qu'il apporte à un régime comme celui-là. Bon, je passe sur toutes les dénonciations qu'il avait faites sur le président Yayi et qui concernaient directement les acteurs qui sont actuellement au pouvoir. Je passe sur ça. Je pense que, bon, ça veut dire qu'il n'était pas convaincu, il n'a pas la morale chevillée au corps comme il prétendait. C'est juste que, bon, même si ceux qui dénoncent arrivent au pouvoir, il suffit de lui tendre un poste, il suffit de lui donner quelque chose et on ne le reconnaît plus. C'est vraiment dommage. Mais un pouvoir comme celui-là, qui a l'orientation que ce pouvoir a, je ne comprends pas que le président, que le ministre conseiller Janvier Yawédéou soutienne ça. La différence fondamentale entre notre vision et la vision du pouvoir de la rupture, c'est que notre développement que nous préconisons sera à visage humain.
C'était déjà un peu ça sous le président Yahi. C'est vrai, il y a eu des erreurs, certainement, puisque c'était des hommes qui géraient. Nous tirerons leçon de tout ça. Nous tirerons leçon aussi du pouvoir de la rupture pour améliorer tout ça qualitativement. Mais le développement doit être à visage humain pour être développement. Le ministre conseiller Janvier Yawelewu, je pensais qu'il avait une qualité au niveau intellectuel telle qu'il lui permet d'appréhender ces choses-là, de soutenir ça de cette manière, avec cette façon d'irrévérence vis-à-vis de quelqu'un qui a dirigé le pays. Quand même, je pense que ce n'est pas acceptable. Le pouvoir de la rupture a eu le mérite, quand même, de nous révéler certains cadres. Certains qu'on plaçait sur un piédestal, mais qu'il a réussi à faire s'écrouler avec de petites choses, de petits postes et tout ça, et qui descendent de leur piédestal. Et c'est vraiment dommage. Je vous l'annonçais en titre, l'ancien attaquant qui a marqué l'histoire des écureuils du Bénin est passé de vie à trépas ce mardi. Ses performances avaient contribué à hisser les couleurs nationales sur la scène continentale et internationale. Retour sur son parcours dans cet élément. Le football béninois a perdu l'un de ses joueurs emblématiques. Razak Omotoyosi a tiré sa révérence ce mardi à l'âge de 39 ans. Entre 2004 et 2016, il a marqué l'histoire de son pays en devenant notamment le deuxième meilleur buteur de la sélection nationale. Né le 8 octobre 1985 à Lagos, Razak Omotoyosi est un ancien footballeur international béninois connu pour sa vitesse et son sens du but. Attaquant de formation, il s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération au Bénin. Surnommé homme en Gaule par les supporters, il a fait vibrer les stades africains et européens grâce à son instinct de buteur. Parmi les nombreux clubs où il a évolué, il a porté les couleurs d'Al Nassr en Arabie Saoudite en 2008. Une équipe prestigieuse qui a également accueilli des stars mondiales comme Cristiano Ronaldo. Son passage à Al Nassr a renforcé sa notoriété internationale et lui a permis de se confronter à un football de haut niveau. Il a marqué 4 buts en 9 matchs joués. Son décès survient dans un contexte de grandes difficultés personnelles, ayant récemment connu un incendie de sa maison, la perte de sa sœur, ce qui a affecté sa santé mentale. Début juillet, il avait même lancé un appel à l'aide dans une courte vidéo sur ses réseaux sociaux. Au-delà du terrain, Razak Omotoyosi reste un illustre serviteur du football béninois, loué par ses anciens coéquipiers et supporters qui saluent son engagement, sa passion et son amitié. Le Bénin perd ainsi un héros, mais son souvenir restera gravé dans les mémoires, un phare pour les générations futures. Paix à l'âme de cette ancienne gloire du football béninois qui a quitté ce monde. Dans l'actualité internationale à présent au Mali, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été placé ce mardi sous mandat de dépôt par la Chambre d'instruction de la Cour suprême. Selon les autorités judiciaires, Choguel Maïga est poursuivi pour atteinte au bien public, incluant des faits présumés de faux. Le reportage. Au Mali, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été placé sous mandat de dépôt ce mardi, après sa présentation devant la chambre d'instruction de la Cour suprême. En garde à vue depuis 8 jours au pôle économique et financier, il est poursuivi dans le cadre d'une enquête pour atteinte au bien public. Selon son avocat, la chambre d'instruction lui a notifié les faits qui lui sont reprochés avant de décider de son incarcération. Malgré cette décision, l'ancien chef du gouvernement se dit serein et affirme qu'un homme politique doit s'attendre à tout, y compris la prison et la mort. Au total, 8 anciens membres de son gouvernement ont également été arrêtés dans la même affaire. Seul son ancien chef de cabinet a pour l'instant été libéré dans l'attente de son procès. Choguel Maïga a été arrêté il y a une semaine, quelques jours après que les autorités ont lancé une vaste opération de répression avec des dizaines d'arrestations dans l'armée pour contrer un complot présumé visant à renverser le gouvernement. L'ancien Premier ministre avait été démis de ses fonctions en novembre 2024 après avoir critiqué la junte au pouvoir.
Le président ghanéen John Dramani Mahama a accordé sa grâce à 998 prisonniers sur recommandation des autorités pénitentiaires et du Conseil des anciens. Parmi eux, 787 récidivistes, 87 condamnés à mort dont la peine est commuée en perpétuité et 51 détenus à vie dont la peine est réduite à 20 ans. Des malades, des personnes âgées, des mères allaitantes et des détenus en appel figurent aussi parmi les bénéficiaires suivants. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a accordé lundi une grâce présidentielle à 998 prisonniers sur les 1014 cas qui avaient été soumis à son examen. Cette décision, rapportée par l'agence de presse nationale ghanéenne, a été prise sur la recommandation conjointe de l'administration pénitentiaire et du Conseil des anciens, conformément à l'article 72 de la Constitution du pays. Selon une déclaration de Félix Kwaky Ofosu, porte-parole du président et ministre de l'Information, la majorité des bénéficiaires de cette mesure, soit 787 personnes, sont des délinquants récidivistes. La décision prévoit également que 87 condamnés à mort voient leur peine diminuer en réclusion à perpétuité, tandis que 51 autres détenus verront leur peine de réclusion à perpétuité réduite à 20 ans d'emprisonnement. Parmi les autres bénéficiaires figurent 33 détenus souffrant de maladies graves, 33 personnes âgées de plus de 70 ans, 2 mères allaitantes et 2 individus ayant fait appel de leur condamnation. En République démocratique du Congo, Human Rights Watch accuse dans des rapports publiés ce mercredi les parties prenantes au conflit qui ravage l'est de la RDC de terribles atteintes aux droits humains. Sur la base d'une cinquantaine de témoignages, cette organisation de défense des droits humains pointe notamment du doigt des exactions commises entre janvier et juin par les insurgés du M23. Le reportage. Ce mercredi, Human Rights Watch a publié un nouveau rapport dénonçant les massacres perpétrés par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda en République démocratique du Congo. Selon l'organisation, plus de 140 civils, majoritairement issus de la communauté Hutu, ont été exécutés sommairement en juillet 2025 dans au moins 14 villages proches du parc national des Virunga dans le territoire de Rutshuru. Des témoignages et des sources onusiennes estiment que le nombre total des victimes pourrait dépasser les 300, faisant de ces tueries l'une des pires atrocités depuis la résurgence du M23 en 2021. Ces violences semblent viser les forces démocratiques de libération du Rwanda, mais frappent avant tout des civils innocents. Human Rights Watch appelle la communauté internationale et notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies à imposer de nouvelles sanctions aux responsables et à traduire en justice les commandants impliqués dans ces crimes de guerre. Ces violences tragiques rappellent qu'au-delà des négociations diplomatiques pour la paix dans la région, il est crucial de mettre en place des mesures concrètes pour protéger les civils de l'Est congolais. Saisie par la municipalité suite à de nombreuses manifestations anti-immigration survenues depuis fin juillet, la justice britannique a ordonné ce mardi à un hôtel situé près de Londres de cesser temporairement d'héberger des demandeurs d'asile. Une décision qui pourrait lourdement impacter le système d'asile britannique suivant. En Angleterre, les conseils municipaux envisagent d'intenter une action en justice afin d'expulser les demandeurs d'asile des hôtels de la région. Mardi, la justice a ordonné à l'hôtel Belle d'Épine au nord de Londres de suspendre l'accueil des demandeurs d'asile qui ont jusqu'au 12 septembre pour quitter les lieux. La décision de justice fait suite à la plainte déposée à la Haute Cour britannique par la municipalité après des manifestations anti-immigration régulières depuis fin juillet. Selon les médias britanniques, au moins 12 conseils municipaux ont l'intention de prendre la même décision dans leur localité. La ministre de la Sécurité des Frontières, Angela Eagle, a déclaré que le gouvernement continuera à travailler avec les autorités et les communautés locales afin de répondre aux préoccupations légitimes. Fin mars, le ministère de l'Intérieur a estimé à plus de 32 000 le nombre de migrants logés dans les hôtels aux frais du contribuable britannique. À une semaine de pluie diluvienne et de glissement de terrain vient d'ajouter 20 morts au terrible bilan d'une semaine de mousson estivale.
Les intempéries ont fait plus de 400 morts et des dizaines de disparus. Depuis le début de la mousson, les autorités ont recensé près de 750 morts et 1 millier de blessés. Le reportage. Un épisode de pluie torrentielle frappe actuellement le Pakistan, provoquant un lourd bilan humain. Depuis le début de la mousson fin juin, plus de 700 personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessées. Rien que ces derniers jours, près de 400 morts sont à déplorer, principalement dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord du pays. Les machines, les ambulances, les médicaments, les excavateurs sont en route. Mais à cause de l'obstruction causée par le fort débit d'eau, ils n'ont pas pu arriver jusqu'ici. Sur place, les habitants tentent de dégager les décombres à main nue à la recherche de survivants. Chaque saison, le pays est confronté à des catastrophes naturelles de plus en plus violentes. La situation s'aggrave, les régions du Baloutchistan et du Sindh dans le sud côtier sont désormais touchées à leur tour. Les autorités préviennent, les fortes pluies vont se poursuivre au moins jusqu'à samedi prochain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.